Préambule pour le néophyte et dédicace. Les vidéos de chasse sous-marine peuvent amener le néophyte à croire qu'il suffit de se doter d'une arbalète, d'une paire de palmes, d'un masque et d'un tuba et de prélever moult prises. La discipline de la chasse sous-marine n'est pas une simple activité. Elle paraît simple, mais ne l'est pas. Le poisson se mérite. Le fait d'arrêter de ventiler pour l'apnée nous permet de nous immerger quelques dizaines de secondes et pour les meilleurs d'entre nous, quelques minutes. Il faut se connaître, maîtriser l'apnée, utiliser le matériel, connaître les poissons, la réglementation et s'adapter à notre environnement. Cette liste est loin d'être exhaustive. Je dédicace cette vidéo à Didier qui, après quelques décennies de pratique de la bouteille, s'est initié à la chasse sous-marine. Il était tout émoustillé et impatient de se mettre à l'eau après passage de quelques vidéos. Une fois l'arbalète en main, il a vite déchanté. Didier m'a dit « Cela m'a fait tout drôle ». Il a été patient, il lui a fallu quelques sorties pour enfin prélever un poisson. Cette vidéo va être une rétrospective de ma saison 2015. C'est une super météo, fin juin début juillet, des températures dignes de l'Espagne avec un petit 34 degrés. Une température de la mer à 17 degrés début juillet, puis 18 degrés autour du 15. Ce fort ensoleillement m'a permis quelques belles prises de vue naturelles. L'année des méduses. À partir du 15 août, il y a eu une infestation de petites méduses de diamètre 5 cm. Celle-ci s'est poursuivie pendant quelques semaines et était encore bien présente fin septembre. Pour le bar, je n'ai pris les premiers poissons que fin juin. À la suite du peu de poissons vus en début de saison, j'étais assez sur la réserve quant aux possibilités de chasser ce poisson. Et, enfin, j'ai pu en pêcher quelques-uns, pas de gros individus, les deux plus gros 2,4 kg et 2,1 kg, et le reste autour de 1,2 kg, 1,3 kg en moyenne. Par contre, j'ai vu beaucoup de petits bancs de bar de 30 à 40 cm. Vu un seul gros bar de 4 à 5 kg en plein courant en début de montante dans une passe. Dans les bancs à la côte, il fallait essayer de tirer les plus gros pour être dans la maille de 42 cm. Je n'ai pas rencontré, comme dans le passé, il y a 5 ou 6 ans, des bancs de bar où tous les poissons étaient maillés entre 2,5 kg et 3 kg. Il suffisait de tirer le premier. Pour les vieilles, la population est stable sur les zones difficiles d'accès, avec courant éloignement. Et les gros individus sondent dans les profondeurs ou glissent rapidement dans les algues pour disparaître. Pour les mulets, la population est stable, avec des bancs de mulets importants à la fin août début septembre. À certaines sorties, c'était des légions de mulets. Pour les lieux, beaucoup de petits sur l'été car je chasse très à la côte. En début et en fin de saison, on trouve des individus plus gros mais sur des secs plus enlargués. Les sards commencent à être très présents mais furtifs. J'ai rencontré beaucoup de petits bancs d'individus de 3-4 cm,
sur différents secs dès lors qu'il y a des moulières. Cela fait très plaisir car c'est un très beau et excellent poisson. J'ai pu rencontrer de très beaux sards autour de 2 kg, 2,5 kg centimes, des poissons très méfiants. Les quelques sards fléchés étaient autour du kilo. Sur la côte de Quiberon, première rencontre de 2 céphalopodes sur la même sortie, en presque 4 décennies de chasse sous-marine. Pour ce 4 avril. Voilà. Ah, et puis on le coupe là. Voilà.
Deux petits barres vont passer en mode furtif. Je n'ai pas cherché à bouger le fusil, car par expérience, vous avez parfois la suite du banc de barres avec de plus gros individus. Une belle séquence à venir où l'on voit l'importance de rester le plus calme possible et immobile malgré la présence de quelques individus. L'idéal est que le poisson vienne pratiquement dans l'alignement de la flèche. Encore que je ne suis pas parfait, le poisson connaît le danger de la flèche et deux poissons vont s'éloigner dès qu'ils m'aperçoivent. Je change d'environnement, je quitte la bordure sable-roche et me dirige vers des moulières pour la recherche de sarres entre autres. Au cours de cet agachon, vous allez apercevoir en premier un sard
que je vais délaisser du fait de l'approche d'un petit banc de bar. Préparation d'une dérive, en plein courant, avec mon grappin de ma ligne de mouillage de planche à la main. Je suis entouré de barres. Le plus difficile est d'en choisir un, si possible de belle taille, et faire un tir à la volée. Au final, pas de tir, et je lâche par inadvertance mon grappin. Super Dominique, t'as super bien joué. Conséquence immédiate, le grappin grappine et ma planche de chasse fait le Nautilus avec le courant important de cette zone. Je remonte sur le bout, l'effort est important avec le courant, le grappin ne lâche pas. Je décide de couper le bout et de revenir le lendemain sur zone pour le récupérer.
Il y a encore du courant, mais rien à voir avec le jour précédent. Je repars avec le grappin et le reste de gouttes. Retour sur expérience, avoir la lucidité de se séparer de son grappin et de ne pas prendre le risque lorsque la situation se complique. Je réalise aussi qu'en cas de perte de couteau, la situation peut devenir dangereuse. En avoir un deuxième, dague sur baudrier par exemple, me semble une sécurité supplémentaire. Je vais modifier mes habitudes et j'ai décidé d'utiliser de manière systématique le baudrier orange fluo que j'utilise en début de saison, doté de 3 kg de plomb et équipé de dagues et sifflets. Il me permet d'être visible des kayaks, bateaux et autres, d'alléger ma ceinture et ne conserver que 2 kg sur celle-ci, cela réduit les douleurs lombaires. Avoir une dague et un sifflet à portée de main. Seul inconvénient, limiter à 3 kg le lestage pour conserver une flottabilité positive vers la surface en cas de largage de ceinture. Je profite d'être sur la zone balayée par le courant pour faire quelques dérives et indiennes à la recherche de gros bars calés au fond. Ces dérives ne donnent rien, je change de coin. Je connais un sec à 200 mètres de cette zone. Je profite de ma flottabilité négative pour arrêter de palmer, planer et me positionner discrètement derrière une grosse pierre. La profondeur est entre 10 et 12 mètres.
Je sais qu'aujourd'hui je vais en moyenne chasser plus profond, 10 à 15 mètres. Je retire d'emblée 1 kg à mon lestage et au total conserve 6 kg répartis comme suit. 3 kg sur le baudrier, 2 kg sur la ceinture, 1 kg sur les chevilles. Je pouvais aussi dans cette configuration ne chasser qu'avec 5 kg au total. Je poursuis mes coulées, j'arrive sur un tombant, derrière le promontoire rocheux. Je rate l'occasion de tirer un joli lieu. Je vais en tirer un ensuite, mais plus petit. Ouais. Ah, il y a peu de...
Malgré la forte houle en surface, la houle de fond est encore jouable, la visibilité autour de 3 mètres. Et l'atmosphère au fond tranche vraiment avec l'ambiance extérieure. Un banc arrive. Par contre, les barres ne sont que des ombres. Je me suis rapproché de la côte rocheuse. La houle de fond est très présente. C'est pourquoi je choisis la plupart du temps une roche sur laquelle je peux me caler efficacement avec ma main gauche. Cette même main qui me sert à gratter lorsque mes bruits de gorge n'attirent plus le poisson. Il m'est déjà arrivé d'avoir un banc de bar qui vient, puis s'éloigne à la suite de bruits de gorge, et revient sur le chasseur pour voir l'origine du bruit de grattage de roche ou de sable. Je suis au fond et tente de trouver une roche pour me caler. Sans succès, je décide donc d'abandonner mon agachon et tenter plus loin. À la sortie de l'eau, la mer est encore plus grosse. Je sors de l'eau après 1h20, l'estomac bien nauséeux, je l'avoue, et 2 barres juste maillées. Les 40 dernières minutes de ma chasse ne se sont consacrées qu'à mon retour à la palme en surface, trop gêné à l'estomac pour tenir des agachons. Les barres n'étaient pas très présents, il manquait un peu de marnage. Aujourd'hui, nous étions mortaux, coefficient 36. J'aime ces conditions lorsque le poisson est présent, il vit en approche directe et est moins méfiant. Pour chasser dans de telles conditions, bien connaître sa résistance au mal de mer, la houle est très forte et creux important. Faire des sorties avec difficulté progressive pour bien se connaître et savoir comment on réagit. Attention à la mise à l'eau. Partir d'une zone sans cailloux, tout équipé, palme aux pieds, en reculant et en faisant toujours face aux vagues. Vous pouvez plonger sous les rouleaux pour éviter la claque des vagues. Soyez très vigilant par rapport à la distance entre vous et la côte rocheuse. Il y a des vagues scélérates qui peuvent vous projeter sur la roche. Enfin, pour la sortie, désarmez votre fusil bien avant d'arriver sur la plage, car les vagues déferlent et les gâchettes d'arbalète ne sont pas d'une fiabilité absolue. Placez votre protège-pointe, bout de sang d'eau, pour éviter de vous embrocher. Capot.
J'ai quitté le sec et je fais une dérive dans une passe avec un courant très présent. En visuel, une belle raie. Petite coulée, puis agachons le long d'un tombant. J'ai pas été assez discret, j'ai fait fuir tous les lieux sans possibilité de tir. Sur l'année 2015, j'ai réalisé 57 sorties, pris en moyenne 2,5 poissons par chasse. Un poisson toutes les 52 minutes, avec la répartition suivante: bar 28%, lieu 27%, vieille 25%, mulet 13%, sard 4% et dorade 2%. Je suis sélectif et ne tire pas congre, roussette, raie, orphie, etc. Je consomme le poisson pris dans le cadre de ma consommation personnelle et partage au cours de quelques repas mes plus belles pièces avec mes amis. Je suis serein, j'améliore ma connaissance des sites et des spots, les accès, la validation des parcours possibles, à la planche sur des secs au petit large et très à la côte. Je suis tourné vers l'échange et le partage d'expériences. Il y a quelques années, je souhaitais me tourner vers le large pour des sorties plus profondes à la recherche de poissons de plus belle taille. À ce jour, ce n'est plus le cas, sauf opportunité et en sécurité. Bien entendu, chasser en binôme.